La beauté, c'est un des langages divins, et sans beauté, on meurt. Notre époque favorise le laid, la laideur, l'uniformité, la mondialisation. Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière? Je pense que oui, quand même. Ce qu'on vit depuis 2020 nous montre qu'il y a quelque chose de très malsain dans notre monde. Yuri Bezmenov expliquait comment tuer un pays en 25 ans sans tirer un seul coup de feu. Et il disait la première des choses, c'est de tuer les croyances religieuses, d'essayer de remplacer les croyances religieuses par des croyances subalternes. Beaucoup de gens ont tendance à remettre tout leur discernement dans l'intelligence artificielle, toute leur capacité de raisonnement. C'est vrai que c'est très troublant parce que les algorithmes sont bien faits, l'intelligence artificielle est bien faite et elle donne souvent l'impression de s'adresser à un être humain. Danger, c'est très séduisant, c'est diabolique pour moi. La vie perd son sens quand il n'y a plus de croyances, ou juste des croyances très bas de gamme. Puis on n'a plus envie de vivre, on se déprime. Et quand on est déprimé, c'est assez facile de manipuler quelqu'un de déprimé parce que on peut lui faire croire plus facilement un petit peu n'importe quoi. Donc il est très important de retrouver notre colonne vertébrale, qui est une colonne forcément, une verticalité, mais en lien avec plus grand que soi. Bonjour Frédérique Giacomoni. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes psychiatre et la cofondatrice de Temisia Gioia, une ONG qui souhaite promouvoir les droits fondamentaux, l'engagement citoyen, mais aussi le rôle de la culture, de l'art et de la joie comme levier de transformation individuelle et sociale. Vous nous accueillez aujourd'hui chez vous pour parler de transformation individuelle justement et d'engagement citoyen, alors que nombreux sont ceux qui aujourd'hui expriment des inquiétudes face aux évolutions de nos sociétés, qu'il s'agisse des libertés publiques, des crises internationales, des transformations technologiques ou encore des fractures sociales. Vous avez récemment publié un article sur le site de l'ONG Temisia Gioia, dans lequel vous développez justement votre vision de l'engagement citoyen. Et j'aimerais revenir avec vous sur quelques points qui sont abordés dans cet article et qui m'ont particulièrement touchée. Dans cet article, vous affirmez que la culture et l'art ne sont pas de simples divertissements, mais qu'ils peuvent devenir de véritables vecteurs de transformation sociale et de vitalité. Alors j'aimerais savoir concrètement comment est-ce que s'opère cette transformation. Est-ce que vous avez des exemples qui permettraient d'illustrer cette conviction qui est la vôtre? Alors, avant tout, j'aimerais préciser que je parle bien sûr en mon nom et que je n'exprime que mes opinions qui se basent sur mes années d'expérience clinique, puisque ça fait bientôt 36 ans que je consulte, et sur mes lectures, sur mes... Voilà, je ne donne pas de leçons, je ne prétends pas avoir raison. J'espère pouvoir éveiller un questionnement ou une réflexion, c'est tout. Vous me posez la question de l'art, et je vous remercie, parce que pour moi l'art c'est très très important. Je sais pas comment le définir d'ailleurs, mais pour moi l'art c'est un des langages de la nature, un des langages divins, et peut-être son langage le plus élevé. Je trouve que les artistes, quand ils arrivent à produire des choses merveilleuses, arrivent à laisser passer quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, qui les inspire, et ils ont cette faculté merveilleuse de retranscrire dans leur art, que ce soit la musique, la peinture, la poésie, et le regard du spectateur ou de l'auditeur est transformé. La personne qui regarde l'œuvre, par exemple, c'est connu pour Fra Angelico. Quand on reste longtemps devant les peintures de Fra Angelico, on est transformé, on est transporté, on sent notre âme s'élever. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'art. Je pense que la beauté, bon ça c'est Dostoïevski qui dit la beauté sauvera le monde. Oui c'est vrai, la beauté c'est un des langages divins, et sans beauté on meurt. On va très mal en tout cas. D'ailleurs, c'est toujours, vous me posiez la question concrètement, alors je peux vous parler de mon expérience avec mes patients. Il y a toujours des moments clés comme ça dans une thérapie, notamment pour les femmes, quand elles se remettent à se maquiller, ou bien qu'elles changent de coiffure, ou qu'elles changent leur manière de s'habiller. Et ça, tout de suite, changer de coiffure et puis se maquiller, ou se mettre en valeur avec d'autres habits, hop, on voit que quelque chose est en train de renaître. Et ça, c'est merveilleux. Ça fait partie des joies de mon métier, de voir les personnes s'ouvrir de nouveau. Voilà.
Et voilà une des transformations concrètes. Je peux aussi dire, par exemple, quand on est dans un bel endroit, on se tient différemment, on parle différemment, on mange différemment, on apprécie différemment aussi le temps qui passe. Si on est dans un endroit un peu glauque, sombre, ou sale, ou encombré, ben on n'a pas du tout la même expérience. Donc tout ça, ce sont peut-être des petits détails, mais qui sont très importants au quotidien. Les patients qui se remettent à ranger chez eux, par exemple. Souvent, quand on va mal, quand on est déprimé, sombre, ben, l'intérieur a tendance à ressembler à la personne. Petit à petit, on laisse les choses s'accumuler, on les range pas, je ferai ça plus tard, parce qu'on est déprimé, par exemple. Hein. Et quand la personne se remet à ranger, se remet à aérer, se remet à ouvrir les rideaux, ouvrir les stores, tout de suite, ça va mieux. Donc voilà, pour moi, oui, l'art, pour moi, c'est un outil de transformation, mais c'est aussi un langage divin, c'est aussi ce qui nous maintient en vie. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et je me dis qu'actuellement, on nous met du lait un peu partout. Je suis toujours très triste de voir les bâtiments qu'on construit qui ressemblent souvent plus à des blocs qu'à des maisons. Et je trouve ça très froid et très dommage. On peut faire de tellement belles choses et c'est tellement plus engageant d'entrer dans un bel immeuble avec un escalier en fer forgé, avec du marbre, avec des hauts plafonds, que dans un bloc de béton. Bon. Voilà, c'est aussi une question de goût, bien sûr. Mais je vous parle de mon ressenti, mon expérience. Alors, il y a des choses modernes qui peuvent être très belles, mais c'est vrai que le bloc de béton, ça a vite tendance à être un peu froid quand même, à mon goût. Vous avez aussi parlé de grands artistes comme Fra Angelico, qui finalement ont révolutionné le monde de la peinture au XIIIe siècle. Est-ce que justement les peintres aujourd'hui, les artistes contemporains peuvent aussi produire ce genre de sensation avec ce qu'ils transmettent à travers leur art, ou est-ce que vous pensez qu'on a perdu quelque chose dans l'art moderne de ce que pouvait transmettre un Fra Angelico, un Léonard de Vinci, un Michel-Ange avec leurs sculptures et leurs peintures, leurs fresques? Alors, si on parle l'art moderne, j'ai beaucoup de mal, même s'il y a peut-être quelques artistes qui se démarquent. Je trouve qu'on l'a beaucoup réduit. Une toile blanche avec un coup de cutter, pour moi, ça n'est pas de l'art. Bon, ça peut être drôle, mais pour moi, il n'y a pas de profondeur. En revanche, il y a des artistes contemporains qui sont certainement moins connus que l'artiste qui a fait une toile blanche avec un coup de cutter et qui sont aussi qui peuvent transmettre énormément de choses à travers leur peinture. C'est plutôt notre époque et ce qu'on nous montre de notre époque qui est dommage. Je pense que des artistes qui ont beaucoup de choses à dire, à peindre, à composer, s'ils sont musiciens, il y en a beaucoup. Mais c'est peut-être pas les plus connus. C'est peut-être pas ceux qui sont mis sur le devant de la scène. Et c'est dommage. Mais oui, bien sûr qu'il y a des artistes contemporains remarquables. Comment vous expliquez que ces artistes-là ne soient pas mis en avant, justement? Là, on rentre dans un domaine peut-être un peu plus politique. Là, c'est mes opinions personnelles sur. Je pense que notre époque favorise le lait, la laideur, l'uniformité, la mondialisation. C'est une sorte de globi-boulga un peu dans tous les domaines, et que c'est fort dommage. Alors, est-ce qu'il y a une volonté politique derrière ? Je pense que oui, quand même. Ce qu'on vit depuis 2020 nous montre qu'il y a quelque chose de très malsain dans notre monde. Voilà. Alors après, dire une volonté politique qui est derrière, ça j'en sais strictement rien. Mais il y a quelque chose d'extraordinairement malsain qui s'actionne dans plein de domaines. Dans le domaine de l'art ou dans le domaine de l'architecture aussi. Je pense que c'est tellement dommage de faire du moche alors qu'on peut faire du beau. Tout simplement, qu'on peut faire des choses magnifiques, on nous concentre dans des villes toujours plus bétonnées. Évidemment, on a chaud, forcément, il y a bientôt plus d'arbres, alors qu'on a de l'espace pour faire autre chose.
Juste peut-être une dernière question en lien avec l'art. Vous parliez de Fra Angelico, vous disiez qu'en regardant ces peintures, on peut être transformé. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les peintures de cet artiste en particulier, et d'autres peut-être de la même époque, pouvaient transformer intérieurement et aider à renaître spirituellement peut-être? Là, j'ai du mal à vous répondre. Je pense que c'est la qualité de ce qu'il laisse passer, la qualité et la profondeur. Et c'est au fond assez subtil. Si on regarde en surface, on peut aimer, pas aimer, voilà. Je pense qu'il faut prendre le temps de se poser devant une peinture, et de se laisser rejoindre, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur plutôt, et de se laisser rejoindre. Et là, effectivement, on peut ressentir une élévation, on peut ressentir même le mystère de l'Annonciation. Il y a plein d'émotions en fait qu'on peut ressentir, mais il faut pas regarder comme ça. Ah oui, c'est beau, puis on passe. Non, il faut prendre le temps. Ça aussi, dans notre époque, tout est pressé, tout est précipité, tout est fragmenté. On n'a plus le temps, on n'a pas le temps de ressentir. On n'a pas le temps de se connecter avec sa propre profondeur, son propre ressenti, parce qu'il faut aller vite. On nous a dit, le temps, c'est de l'argent. Je suis pas sûre que ce soit vrai, hein. Le temps, c'est le temps que je me donne. C'est pas palpable, là aussi. Le temps, il est élastique. Quand on passe une bonne soirée avec des amis, c'est passé trop vite. Des fois, on a ça fait déjà 3 heures qu'on parle, on n'a pas vu le temps passer. Puis d'autres fois, on regarde la montre toutes les 5 minutes, tellement le temps ne passe pas. Donc le temps, c'est une notion élastique. Dire que le temps, c'est de l'argent, c'est un raccourci mortifère. Est-ce que vous pensez que le fait que, justement, on n'a plus d'art comme on faisait autrefois avec des grands peintres comme Fra Angelico, qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se ruent dans les cabinets des psychiatres, qui sont déprimés, dépressifs? Alors c'est probablement un des facteurs, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai que la laideur, le fait que beaucoup de gens sont obligés, faute de moyens, d'habiter dans des logements qui ressemblent à des clapiers, ça aide pas. Ça aide pas, c'est épouvantable. Pourquoi on fait ça aux êtres humains? Je veux dire, personne ne devrait habiter même dans 20 mètres carrés ou dans des logements comme ça. C'est pas humain, c'est pas sain. Tout le monde devrait voir des arbres, devrait voir la nature près de chez lui, et pas un mur en face. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'art, sur l'architecture, sur la densité des villes aussi. Pourquoi autant de monde? Je suis toujours très triste de voir des immeubles toujours plus hauts qui se construisent, des espèces de tours. C'est pas humain. Bon, aux États-Unis, on a fait ça, c'est leur problème, j'allais dire, mais en Europe, c'est pas notre culture, c'est pas notre histoire. Et quand on va dans les monuments historiques, dans les églises, des cathédrales, des bâtiments historiques qui ont une histoire, mais qu'est-ce que c'est beau! Immédiatement, on se redresse, immédiatement, on voit peut-être, je pense une fois, j'avais eu la chance de visiter l'Ermitage. Tout de suite, on voyait des robes, des dames. Enfin, on imaginait ça. J'étais avec quelques collègues psychiatres et on était aux anges de voir ça. Il n'y a pas qu'à l'Ermitage, bien sûr, mais dans tous ces lieux historiques, on va à Versailles, c'est pareil, c'est magnifique. Oui, merci, c'est très inspirant et touchant de vous entendre et de voir que des gens comme vous appellent justement à un retour de l'art divin finalement, parce que c'est ça qu'il y a au cœur de ces cathédrales et de ces peintures d'époque. Vous écrivez également dans votre article, et ça m'a aussi interpellée, que restaurer la dignité des êtres humains, ça passe également par la restauration de la vitalité et de la joie d'être au monde. Ce sont vos mots. En tant que psychiatre, est-ce que vous avez justement observé des situations concrètes où le fait de retrouver cette joie, de retrouver cette vitalité, a profondément transformé une personne? Comment est-ce que ça se manifeste concrètement dans la pratique avec vos patients? Oui, j'allais dire heureusement que j'ai éprouvé ça. C'est ça qui me motive en fait à continuer. J'entendais je fais une petite digression, un neurologue qui disait récemment qu'il avait arrêté d'être neurologue parce que c'est une discipline
très intéressante, extraordinaire, mais où on fait beaucoup de diagnostics sans tellement de possibilités de traitement. C'est assez triste. Et c'est exactement ce que je me suis dit quand je suis passée en neurologie, en stage. Je me suis dit, oh là là, c'est très triste parce qu'il y a au fond peu de traitements. Et en psychiatrie, alors les traitements sont pas toujours simples, pas faciles, mais effectivement il peut y avoir une espèce de renaissance comme ça. Et souvent je dis, je vois la splendeur des gens de nouveau rayonner, comme une fleur, une belle fleur qui s'ouvre. Et ça c'est magnifique. Donc ça me met en joie et la personne elle-même est en joie. Votre question c'est comment on retrouve la joie. Je pense profondément que la joie c'est notre ligne de base. C'est-à-dire que d'emblée l'être humain est joyeux et je pense que c'est un cadeau de faire cette expérience d'incarnation sur Terre. Alors, c'est pas facile, mais je pense que c'est un cadeau. C'est parce que c'est difficile justement, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Donc déjà, il faut se souvenir de ça, de remercier d'être vivant. Alors pour les gens qui traversent de grosses difficultés, je pense que là mon discours les heurte profondément. Et c'est ça le problème, c'est que les difficultés qu'on traverse, et on les traverse tous, on a tous des épreuves dont certaines sont vraiment très ardues, très difficiles, elles viennent obstruer ce canal de la joie. Elles viennent, c'est comme si c'était des encombrants qui viennent comme ça obstruer et nous rendre l'accès à la joie, difficile, impossible. Et c'est tout l'art du travail, c'est de nouveau un art, le travail sur soi, d'œuvrer à l'intérieur de soi, avec l'aide d'un psy ou de quelqu'un d'autre, il n'y a pas que les psys qui aident, permet de désobstruer ce canal et de retrouver ce qu'on est, c'est-à-dire des êtres connectés à plus grand que soi. Et la joie, c'est aussi, à mon avis, une des qualités divines. Elle nous traverse. Elle nous échappe souvent, parce que le mental aussi fait obstacle. On dit, oui, mais comment on peut être joyeux quand on voit tout ce qui se passe? Oui, mais est-ce que ça me touche moi tout de suite? Est-ce que là, dans l'instant, je peux être joyeux? Je peux être heureux, je peux habiter pleinement cet instant. C'est celui-là que je vis. Donc c'est beaucoup un travail sur soi, un travail de retour à soi, un travail d'instant présent, de pleine présence. Ça s'apprend, ça se travaille. Il y a, en développement personnel, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de livres écrits sur le sujet. Et pour moi, il n'y a pas un chemin. Il y en a, chacun a son chemin. Et chacun s'ouvre en fonction de qui il est à ce moment-là. Mais vous dites que tout est possible, en fait. Peu importe le parcours, peu importe les horreurs vécues, vous pensez que en travaillant sur soi, en renouant avec soi, il est toujours possible, malgré les obstacles, de retrouver une joie intérieure. Je pense que oui. Je suis convaincue de ça. Et il y a des personnes très inspirantes qui ont vécu des choses horribles et qui en parlent. Je pense à Viktor Frankl qui a vécu dans les camps et qui, en sortant des camps, écrit un livre absolument magnifique, une méthode de thérapie. Je pense à Etty Hillesum qui a vécu aussi dans les camps des choses absolument effroyables et qui n'a jamais cessé de transmettre de la beauté et de l'amour. Si on vit dans les camps et qu'on arrive encore à rester connecté à sa joie, c'est que tout est possible. Je pense qu'il faut se laisser inspirer par des personnes inspirantes. Je dis pas que c'est facile, attention, hein. C'est même souvent très difficile. Mais il y a des gens qui nous montrent le chemin. Vous avez vous-même eu des patients qui ont vécu cette transformation, que vous avez vu sortir de la noirceur pour resplendir et... Oui, c'est ça qui me motive, bien sûr. Oui. J'ai eu la chance d'en avoir, j'en ai beaucoup en tête, des gens qui font des parcours mais incroyables, très inspirants. C'est pour ça que je dis souvent que mes patients m'ont tout appris. Mes patients m'ont appris à vivre. Alors, il faut le comprendre comme, les patients deviennent eux-mêmes des personnes inspirantes à travers leurs réactions. Des fois, ils vivent des choses terribles et ils font preuve d'une humanité, d'un amour incroyable. Et là, ils m'enseignent quelque chose. Donc c'est à travers leur
leur réaction qu'ils m'enseignent. Et c'est beau. Donc des fois, je leur dis aussi, je leur donne l'anecdote d'un autre patient pour les inspirer eux-mêmes sur leur chemin. Oui, on a parlé de destins très compliqués, d'épreuves de la vie que vous pensez pouvoir aider à surmonter. En tout cas, c'est ce que vous avez vu avec vos patients. Mais dans un monde comme celui d'aujourd'hui, marqué par les guerres, par les crises, par des incertitudes, on nous parle de réchauffement climatique, on nous parle de crise sanitaire qui nous plane au-dessus de la tête. Est-ce qu'on peut réellement aider une personne à retrouver cette joie et cette vitalité quand tout n'est que noirceur au quotidien, au-delà des épreuves de vie? On regarde, on allume la télé, il n'y a que du négatif. Comment est-ce qu'on peut aider les gens à rester positifs dans un tel contexte? Alors, je dirais qu'il n'y a pas une réponse unique parce que, bien sûr, ça dépend de la personne. Si la personne veut continuer à regarder les informations, elle va pas aller bien, ça c'est sûr. Et en même temps, on est bien obligé d'être informé. Donc, c'est de trouver un équilibre entre être informé et ne pas se laisser se laisser déprimer, se laisser être anéanti. Donc ça, c'est tout un équilibre à trouver. Et c'est sûr que le thérapeute peut aider ce chemin. Mais attention, il n'y a pas que les thérapeutes. Je pense à un de mes amis qui a décidé de marcher. Il est parti de chez lui à pied et il est allé jusqu'à Compostelle. Ça lui a pris 2 mois. Et donc 2 mois de dépouillement total. Et il est rentré complètement transformé, bien sûr. Et en fait, c'est d'aller vers soi. Il a continué à être au courant de ce qui se passait dans le monde, bien sûr. Mais ce chemin, marcher pendant 2 mois sans s'arrêter, c'est évidemment très difficile. On peut imaginer les douleurs, les cloques, les moments de découragement. Et au fond, c'est très symbolique de ce qu'est notre chemin de vie. C'est comme ça. Il y a des moments où on a envie de tout abandonner, se dire mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce qui m'a pris, je veux arrêter, je veux rentrer, ça suffit, etc., etc. Et de continuer. Et en fait, ça lui a appris à aller vers lui-même, en profondeur, toujours plus loin, toujours plus de dépouillement et toujours plus d'essentiel. Son premier réflexe en rentrant chez lui, ça a été d'ouvrir ses placards et d'enlever tout ce qui était superflu. Là aussi, alors je dis pas qu'il faut faire ça pour aller bien. Je dis que notre chemin de vie est un chemin qui nous amène toujours plus vers nous-mêmes et vers l'essentiel. On a plein de choses dont on n'a pas réellement besoin et qui sont des distractions. La télévision, les réseaux sociaux, les peurs qui planent en permanence sont des distractions mortifères, mais sont aussi des distractions. Et il s'agit de... Là aussi, on me le dit, c'est pas parce qu'on me le dit que c'est forcément vrai, c'est pas parce que, au fond, qu'est-ce que je vis moi? Alors, vous allez me dire, c'est complètement égoïste, mais c'est un égoïsme, ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. C'est-à-dire que, là, tout de suite, maintenant, je suis bien. Ok. Alors, je peux rayonner mon bien-être. Ça a plus de valeur et ça va plus faire de bien autour de moi que si je me dis, ouais, mais j'ai pas le droit d'être bien parce que dans tel ou tel pays, il y a la guerre. Qu'est-ce que j'y peux là tout de suite maintenant? En revanche, si je fais du bien autour de moi, ça a un impact. Il y a un sociologue américain dont le nom m'échappe, un nom grec qui m'échappe, qui a montré que tout ce qu'on injecte dans son réseau relationnel agit jusqu'à 4 personnes. Et donc ça va nous revenir un jour ou l'autre. Alors c'est le fameux karma ou c'est le fameux je récolte ce que j'ai semé. Mais bon, un sociologue a montré que c'était comme ça. C'est comme une immense toile d'araignée, une personne jusqu'à 4 et ainsi de suite. Donc ça va me revenir, autant semer de la joie, du calme, du bonheur, de la paix. Ça va me revenir. Donc c'est ce que j'appelle l'égoïsme altruiste. Si je fais du bien aux autres, je me fais du bien à moi, et si je me fais du bien, je fais du bien aux autres. C'est parce que ça s'inscrit dans une dynamique. Il faut imaginer les relations comme des cercles, comme ça, qui tournent sans arrêt d'une personne à l'autre. Et non pas comme quelque chose, ce qu'on m'a appris. Moi, on m'a appris qu'il y a un émetteur, puis un récepteur, puis mais non, c'est comme des cercles qui tournent, une dynamique perpétuelle. C'est plus, visuellement, c'est plus compréhensible comme ça. Vous l'avez expérimenté vous-même, oui. Le fait de donner vous a rapporté plus que ce que vous aviez donné ou de façon équivalente? Absolument, oui. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
Et je dirais que ce que m'a appris mon métier aussi, c'est que on peut donner, bien sûr, il faut donner, c'est formidable, mais on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et donc, il faut s'occuper de soi. C'est pas une option, en réalité. Il faut œuvrer à l'intérieur de soi. Puis en fait, la seule personne avec laquelle on vit 24 heures sur 24 et 365 jours par an, c'est soi-même. Donc, il est très important de s'occuper de soi. Il est très important d'aller vers soi et de planter des jolies fleurs dans son jardin intérieur. C'est important. Et de nouveau, c'est un égoïsme altruiste. C'est destiné à rayonner à l'extérieur. Mais je peux pas réellement donner ce que je n'ai pas. Ça, c'est mes patients aussi qui me l'ont appris, et puis l'expérience de la vie, l'expérience aussi à travers mon cabinet, enfin mon expérience de thérapeute. Mais c'est important. Au-delà de ces questions de travail sur soi, de développement personnel, vous appelez également dans votre article à un engagement citoyen plus fort. Vous évoquez une société marquée par la fragmentation sociale, la surveillance numérique, et vous appelez les citoyens à s'engager davantage. Quelles sont aujourd'hui les principales menaces qui justifient cet appel à l'engagement selon vous? Et concrètement, comment est-ce qu'un citoyen ordinaire peut agir à son échelle pour que les choses changent? C'est une question très vaste. Je dirais le premier niveau de l'engagement, c'est envers soi. Si on s'engage pas dans la vie, on a cette impression très désagréable de rester sur le quai de la gare et de voir les trains passer. Et là, on va de plus en plus mal. Et plus on va mal, plus on va voir aussi tout ce qui va mal, plus on va aller mal. Plus on va avoir tendance à être accroché à son smartphone pour voir si j'ai pas raté une information qui éventuellement serait importante. Enfin, et c'est un cercle vicieux mortifère épouvantable. C'est une espèce de spirale descendante qui nous aspire. Donc le premier engagement, à mon avis, il est envers soi-même. Il faut s'engager dans sa vie. On est là, il y a pas le choix, faut être là. Et je vois beaucoup de personnes qui, en réalité, ont tellement peur d'être là. Vous savez, c'est comme si on était, ok, je suis au bord de l'eau, mais je vais tremper l'orteil, je vais pas aller plus loin. Oui, ça fait peur, bien sûr. Mais en fait, plus je fais ça, plus je vais avoir peur. Si je rentre dans l'eau, sans réfléchir, allez, je me précipite, il va se passer des choses et éventuellement même des bonnes choses. Je vais peut-être apprendre à nager, au fond. Et c'est ce qu'il faut faire. Faut apprendre à nager. Mais on peut pas apprendre à nager si on rentre pas dans l'eau. Donc premier engagement, c'est ça, c'est d'être engagé dans sa propre vie, d'être là, de s'incarner vraiment, de pas être juste dans sa tête. Faut être pleinement dans son corps. Le corps, c'est très important. C'est ce que notre époque oublie aussi. Et là, je vais dire une de mes petites colères, c'est après la phrase de Descartes, je pense donc je suis. Pour moi, c'est catastrophique. Je dis pas que Descartes a dit que des bêtises, non, mais ça, pour moi, c'est catastrophique. Je pense donc je suis. Je suis, ça veut dire mon être dépend de mes pensées. Au secours. Dans mes pensées, il y a plein de choses qui servent à rien. Il y a plein de choses inutiles, il y a plein de choses éventuellement même moches ou pas terribles, dont je dois me débarrasser. Mon être ne dépend pas de mes pensées. Mes pensées ne sont qu'une des petites manifestations de mon être qui est bien plus vaste que mes pensées. Donc je dirais je suis et je pense. Mais pas je pense donc je suis. Il n'y a même pas de lien comme ça. Donc ça aussi c'est catastrophique, cette espèce de réduction de l'être humain à ses pensées. Et on voit bien le XXe siècle, toute thérapie confondue, on est resté dans la tête, on a oublié le corps, et ça fait des désastres. Ça fait une espèce de société en ce début du XXIe siècle qui est que dans la tête, qui oublie le corps. Et je vois tous mes patients qui passent aussi par le corps, parce qu'ils refont du sport, parce qu'ils marchent, parce qu'ils vont en forêt, parce qu'ils se bougent. Je parle pas forcément d'un sport très intensif, juste refaire de l'exercice physique. C'est le seul moyen à un moment donné d'aller mieux et de sortir par exemple d'un épisode dépressif. Donc l'engagement, ça passe aussi par l'engagement physique, par le corps. Et puis après l'engagement citoyen, c'est important de sortir des réseaux, à tout craint, je veux dire, regarder toute la journée des informations, ça nous fragmente.
je crois que le temps d'attention a encore baissé. Le temps d'attention moyen, on est en dessous du temps d'attention moyen d'un poisson rouge actuellement. C'est catastrophique. Quand on scrolle sur son téléphone, on voit jusqu'à 800 vidéos par jour. On regarde en moyenne quelques secondes. À quoi ça sert? Quelques secondes d'une vidéo, on n'en retire rien. 800 vidéos, on les aura oubliées quelques temps après. Enfin, ça n'a pas de sens. Et ça nous fragmente. Et la fragmentation, ça fragmente notre attention. Alors maintenant, tout le monde a des troubles de l'attention. Ok, ça fragmente notre attention. Ça fragmente notre être, au final. Et ça nous sert à quoi? À aller de plus en plus mal, ça oui. Mais sinon, je vois pas. Je vois pas. Donc oui, pour moi, l'engagement, il est absolument nécessaire pour retrouver aussi retrouver sa colonne vertébrale, retrouver qui on est, s'engager dans des choses qui font du sens pour soi et pas juste dans des choses qui n'amènent de la distraction ou qui soient juste à la mode. Donc c'est important aussi ce qui fait du sens, c'est-à-dire la question qu'est-ce qui fait sens pour moi? C'est une question difficile. Quelles sont mes valeurs? Tout ça, c'est des questions importantes à se poser. De nouveau, on peut se les poser avec un thérapeute ou quelqu'un d'autre, mais pour savoir, oui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais j'ai un petit exercice que je donne à mes patients qui est pas facile, mais sur mon lit de mort, quand je vais me retourner, qu'est-ce qui me fera dire que j'ai réussi ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai trouvé ou que j'ai à l'intérieur de moi pour me dire, ok, c'est bon, je peux partir. C'est pas facile. Bon, c'est un exercice plus complet. Là, je vous donne juste un petit aperçu. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui justement ne se posent pas ce genre de questions? Quel est le sens de ma vie? Comment puis-je faire en sorte que ma vie prenne un sens et que j'en sois fière quand j'arriverai au bout? C'est ça. Vous pensez que les gens se posent plus cette question fondamentale? Alors les gens, je sais pas, beaucoup de gens ne se la posent pas parce que on est pris aussi dans un rythme effréné. Il y a déjà cette expression gagner sa vie, c'est bizarre, on est vivant. Pourquoi est-ce qu'on devrait en plus la gagner? Non, après devoir, oui, on va vous dire il faut bien payer le loyer, etc. Oui, tout est de plus en plus cher, et donc on n'a plus le choix. Faut être deux à travailler maintenant. Alors on est pris comme le hamster dans sa roue. On se lève, faut aller bosser. Il y a de plus en plus d'embouteillages. Alors on passe de plus en plus de temps dans la voiture ou dans les transports. Et puis après il faut rentrer, il faut faire les devoirs, faut machin. Enfin, il faut. Et on a l'impression d'être pris dans métro, boulot, dodo. C'est pas ça le sens de la vie. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous effondre. On n'a plus le temps, on n'a pas le temps de se connecter à soi, on n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Et puis le week-end, il faut faire des choses. Il faut faire du sport ou il faut recevoir des amis. Il faut dire, oh, moi je suis allé à Ibiza ce week-end. Ouais, génial. C'est quoi le sens de la vie? C'est le calme. De nouveau, c'est pas humain. Le temps humain est un temps long. Est un temps calme. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'amuser, qu'on peut pas faire la fête et partir à Ibiza le week-end. Oui, formidable. Mais pas tout le temps. Disons que ma valeur d'être humain va pas dépendre du nombre de fois où j'ai pris l'avion pour aller en boîte à Barcelone ou je sais pas quoi. Surtout maintenant, quand il faut plus consommer de l'avion à cause du CO2. Mais j'entends, sauf pour ceux qui ont des jets privés, ça ils ont le droit. Mais c'est pas ça le sens de la vie. Il faut quand même, on a besoin de lenteur, on a besoin de se reconnecter. La nature, par exemple, elle est plus lente que nous. Je pense à un arbre jeune, il peut avoir 300 ans et être tout petit comme ça parce qu'il attend de pouvoir pousser à l'ombre de sa mère. Le hêtre, par exemple, il peut, voilà, ça peut prendre du temps. Et nous, on est toujours pressés. Faut aller vite, le temps c'est de l'argent. Allez, on y va, efficience. C'est pas un monde qui respecte l'être humain, c'est un monde de plus en plus déshumanisé. D'ailleurs, on nous met l'intelligence artificielle qui va encore plus vite que nous. C'est formidable. Donc on appuie sur le bouton, tac, on a la solution. C'est très dangereux. C'est ça peut être à la fois un progrès pour certaines choses et un grand danger pour beaucoup de choses. Donc oui,
Je pense que les vrais sujets de société aussi, dans quelle société on veut vivre, quelle place on réserve à l'IA, c'est un vrai sujet de société. Tous ces sujets-là ne sont pas traités. Moi, j'aimerais entendre des vrais intellectuels, des philosophes, des penseurs, des gens, des théologiens, des gens qui pensent à la spiritualité. J'aimerais les entendre sur ces sujets-là, débattre. Non, on nous dit que l'IA, c'est bien. Ah, maintenant, c'est plus ChatGPT, c'est Claude. Ah, c'est plus Claude, c'est je sais pas quoi. C'est inquiétant. Ça va de plus en plus vite et ça nous déshumanise chaque fois un petit peu plus. C'est plutôt contre ça que je vais travailler. Enfin, je vais me battre avec mes patients. Hein, leur apprendre aussi à prendre le temps. Bon, mais chacun incarne ça comme il veut et comme il peut. Voilà, il y a pas de règles, mais c'est important de prendre conscience. Par exemple, une autre de mes petites colères, c'est les caisses sans caissière dans les supermarchés. Ah oui, ça va plus vite, mais j'en fais quoi de ce temps? Je vais pouvoir scroller davantage sur mon téléphone? J'en fais quoi? À quoi ça sert? Et à un moment donné, ils avaient à Bâle, je crois que c'était la Migros, la Coop, je sais plus exactement. Je crois que c'était la Migros, non? Ils voulaient faire des caisses où on avait le droit de parler à la caissière, les caisses parlantes. Bon, finalement, le projet n'a pas abouti, mais je trouvais que ça en disait long sur notre époque. Ah oui, avec cette caissière-là, j'ai le droit de parler, mais l'autre, il faut que j'aille vite. Mais pourquoi? Pourquoi? Toutes les études de qualité de vie où on se demande comment font les gens pour vivre vieux. Il y a des gens qui vivent vraiment très vieux, qui arrivent parfois à 100 ans en étant encore en forme. Elles montrent qu'en fait, c'est la qualité des liens qu'on tisse qui nous maintient en vie. Alors, c'est certainement pas avec une machine que je vais maintenir des liens. Donc, effectivement, même le lien avec la caissière, lui dire bonjour, lui dire bonne journée, je sais pas, la regarder, lui faire un sourire. Mais c'est tellement important, un sourire. Un sourire, c'est tellement important. Ça nous fait du bien, le sourire. Juste ça. On croise quelqu'un dans la rue, on connaît pas, mais on lui sourit. Ça fait du bien. Et donc, ça me fait du bien. Tandis que la machine, elle me sourit pas. Mais j'ai gagné 2 minutes. Oui. Qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est des vraies questions à se poser. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que la qualité des liens qu'on entretient avec autrui aurait une influence sur notre santé et même sur la durée de notre vie. C'est vrai qu'avec la montée de l'intelligence artificielle, ça va soulever de nombreuses questions éthiques et en lien avec notre santé mentale et physique. Est-ce que vous êtes préoccupé justement par ce que vous voyez actuellement se développer au niveau de cette intelligence artificielle? Et comment est-ce qu'on fait pour recréer le contact et renouer du lien dans ce monde qui est toujours plus numérisé? Alors oui, je suis préoccupée par la montée de l'intelligence artificielle parce que malheureusement, beaucoup de gens ont tendance à remettre tout leur discernement dans l'intelligence artificielle, toute leur capacité de raisonnement. Et c'est vrai que c'est très troublant parce que les algorithmes sont bien faits, enfin l'intelligence artificielle est bien faite et elle donne souvent l'impression de s'adresser à un être humain. Donc c'est très troublant. Mais c'est pas un être humain. Et il s'agit surtout pas de remettre sa propre puissance personnelle dans une machine, son propre raisonnement dans une machine. Je parle du raisonnement clinique, par exemple, pour un médecin. Il y a de plus en plus de boîtes style photomaton, vous savez, ces boîtes dans lesquelles on se met pour prendre une petite photo d'identité. Il y aura demain, enfin c'est déjà le cas dans des endroits, mais ça va se généraliser. On pourra consulter son médecin comme ça. Et on aura un médecin qui sera une IA. Il y aura même plus besoin. Actuellement, c'est des médecins, des télémédecins, des médecins à distance. Demain, ce sera une IA. Et pour des petites choses, ce sera utile, mais il y aura jamais le lien. Il y aura jamais tout le contexte. Il y aura jamais le ressenti. Il y aura jamais les émotions. Il y aura jamais toute la subtilité, l'énergie qui passe aussi entre deux êtres humains et qui nous indique beaucoup de choses. Et en médecine, c'est un appauvrissement considérable. Et donc, pour l'humanité, c'est un appauvrissement considérable. Oui, ça c'est inquiétant. Après, si on utilise l'intelligence artificielle comme d'un assistant qui va chercher des documents très vite, des références très vite, ça, pourquoi pas. Mais attention, danger.
danger. C'est très séduisant. C'est diabolique pour moi. C'est quelque chose d'assez diabolique comme engin. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour passer outre justement ce contact avec la machine qui est tellement séduisant et renouer le lien avec l'être humain dans ce monde numérisé? Alors c'est vrai que c'est très séduisant au point que quelques-uns se sont déjà suicidés parce qu'ils voulaient rencontrer leur IA. C'est déjà arrivé. Bien sûr, ce sont des personnes fragiles, mais on n'est pas à l'abri. Hein, c'est tellement séduisant. Comment on fait pour renouer le lien? Je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut se voir, il faut se rencontrer, il faut se parler, il faut passer du temps ensemble. Et si possible, du temps de qualité, avec pas trop de bruit, pas trop de fureur autour de soi. De nouveau, ça veut pas dire qu'on peut pas aller danser en boîte, c'est très bien aussi de s'amuser. Mais il faut aussi prendre le temps de se regarder dans les yeux, de se parler, de se sourire, de laisser des silences. Les silences souvent sont habités. Tout ce qu'on n'a plus le temps de faire, en fait. C'est dommage. Et de toute façon, quand on nous retire quelque chose, c'est là qu'on s'aperçoit à quel point cette chose nous manque ou nous manquait. Je pense en 2020, on nous a interdit d'aller rencontrer nos personnes âgées dans les EMS. Hein, il fallait les protéger. Et on a eu un pic de décès en fin d'année de personnes âgées. Parce qu'effectivement, sans lien, on meurt. C'est terrible, on est très fragile, évidemment, quand on est en EMS et en fin de vie. Et sans lien, il n'y a plus de raison de vivre, on s'accroche pas. Donc ça, c'était très clair pour moi. C'est une des preuves évidentes et récentes que le lien maintient en vie. Oui, ça c'est... Il faut pas l'oublier. D'ailleurs, juste après le confinement, ou les confinements pour les Français, qu'ils en ont eu plusieurs, il y a eu une soif de se voir, de faire la fête, qui était très importante. Bien sûr, ça nous a manqué. Oui, et vous parliez tout à l'heure également de spiritualité. Je pense que c'est un point sur lequel on peut revenir avant de conclure également. Vous appeliez de vos vœux un débat plus nuancé sur les questions justement en lien avec la croyance, la spiritualité. Vous disiez que vous plairiez à voir davantage de philosophes, de théologiens qui discutent de questions existentielles en lien avec le sens de la vie. Comment vous expliquez que justement ce débat il est complètement été étouffé ces dernières années, et comment est-ce qu'on fait pour recréer en fait ces discussions finalement essentielles? Alors, pour recréer ces discussions essentielles, heureusement qu'on a des chaînes alternatives comme la vôtre, et c'est très très important d'interroger des personnes qui tiennent des discours différents. Donc merci, parce que ça nous fait du bien. Sur YouTube, il y a plein de vidéos de gens tous plus passionnants les uns que les autres. Comment j'explique le fait qu'on occulte ça? Je pense que vraiment notre époque veut ça. Il y a une vidéo qu'on trouve sur YouTube justement de Yuri Bezmenov, c'était un agent russe qui avait infiltré les États-Unis sous le nom de Thomas Schumann, qui expliquait comment tuer un pays en 25 ans sans tirer un seul coup de feu. Et il disait la première des choses, c'est de tuer les croyances, de tuer les croyances religieuses, de tuer la spiritualité, d'essayer de remplacer les croyances religieuses et tout ce qui va avec, la théologie, une certaine profondeur, une certaine introspection, etc., par des croyances subalternes. Et effectivement, la vie perd son sens quand il y a plus de croyances, ou juste des croyances très, j'allais dire très râlez pâquerettes, très bas de gamme. La vie perd son sens, perd de son sel, perd de son charme, puis on n'a plus envie de vivre, on se déprime. Et quand on est déprimé, c'est assez facile de manipuler quelqu'un de déprimé, parce que on peut lui faire croire plus facilement un petit peu n'importe quoi. Donc il est très important de retrouver notre colonne vertébrale, qui est une colonne forcément une verticalité, mais en lien avec plus grand que soi. Alors on peut l'appeler Dieu, si Dieu c'est un mot qui fait peur, on peut l'appeler la nature, on peut l'appeler le Très-Haut, une intelligence supérieure, une conscience supérieure. Pour moi, le fait que l'univers soit conscient est assez évident. Les physiciens quantiques nous le disent d'ailleurs. Mais
ça peut pas. Enfin, je veux dire, notre monde est incroyablement beau, incroyablement complexe, et ça peut pas être le fruit juste du hasard. Donc, pour moi, c'est une évidence. Mais là, c'est ma croyance à moi que l'univers est conscient, et il est temps d'ouvrir notre cœur et notre conscience à cette conscience-là, de retrouver ce chemin, parce qu'il a juste été obstrué par notre époque. C'est également l'un des objectifs de votre ONG, je crois savoir, d'aider aussi le citoyen à retrouver cette verticalité et cette connexion avec le plus grand que soi. Oh oui, exactement. On le fait à travers des conférences, on essaye de faire venir des personnes qui tiennent des discours un peu différents ou inspirants, et à travers les textes qu'on peut publier. Puis on espère faire d'autres choses un peu plus d'envergure, avec plus grande envergure. Mais oui, c'est notre petite part pour essayer d'élever, d'ouvrir les cœurs et les consciences. Merci beaucoup, Madame Giacomoni, pour la qualité et la profondeur de cet entretien aujourd'hui, qui avait trait à l'engagement citoyen, à des questions liées à la spiritualité, à l'art, au retour de la culture et de la joie au sein de nos sociétés. C'était un entretien passionnant. Je vous en remercie et j'espère à bientôt sur NTD France. Merci beaucoup, Laetitia.